Ce que je vous propose, c'est de commencer, si ça vous va, Giovanni, Philippe, Loïse. Oui, très bien. Parfait. Eh bien, écoutez, merci à tous et à toutes d'être là pour ce webinaire. On envisage environ, enfin, maximum 1 heure. Donc, dans un premier temps, nous allons donc vous présenter un peu le webinaire. On vise 45 minutes et ensuite il y a une partie questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et éventuellement, si on peut rebondir dessus pendant la présentation, on n'hésitera pas. Sinon, on abordera les questions à la fin. Voilà, donc c'est 15 minutes au moins. Si on est un peu plus rapide que prévu, on aura un peu plus de temps. Donc voilà. Et oui, et dernière information, donc on enregistre le webinaire, donc si jamais on pourra vous renvoyer à la fin que vous revoyez le webinaire éventuellement s'il y a des informations que vous avez oubliées, comme ça vous aurez un petit rappel. Donc pour commencer, parfait. Donc aujourd'hui, un webinaire sur le thème du transport médico-social et de l'inflation, et notamment de la question de comment l'optimisation des circuits d'usagers permet-elle de compenser la hausse du coût des transports. Donc aujourd'hui, nous avons 3 intervenants que je vais laisser se présenter juste derrière. Donc un intervenant pour Optimos, un pour TC Transport Adapté et un pour Nomade. Et on va commencer directement par Nomade et je laisse Giovanni se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Giovanni Osorio, je suis le directeur et cofondateur de Nomad. Donc Nomad, à la base, c'est un projet scientifique qui a été financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc du coup, moi je suis docteur en mathématiques et applications et c'est à la fin de ces projets de recherche que nous, on a fondé Nomad en 2020 et qu'on a lancé l'interface le 21 mars de 2021. Loïse, je t'en prie. Bonjour à tous, merci de votre participation au webinaire. Donc, je suis Loïse Coiplet, je représente le service Optimos de la société Santé Mobilité Service. Santé Mobilité Service est une société du groupe Transdev. Et chez Optimos, nous proposons aux établissements de santé et médico-sociaux un accompagnement sur mesure, des prestations de conseil pour optimiser la gestion de leur transport, la performance de leur transport de patients et d'usagers. Et pour finir, Philippe. Voilà, donc je suis Philippe Mandier, je suis le fondateur de TC Transport Adapté, qui fait du transport de personnes à mobilité réduite, enfants et adultes. Et j'ai créé l'entreprise il y a 9 ans. Et nous sommes une entreprise adaptée et je vous expliquerai tout à l'heure les modalités, ce que ça peut apporter ou changer en tout cas dans ce modèle de transport adapté. Merci à tous les trois. Donc, je me permets directement de rebondir sur Philippe et si tu peux un peu nous présenter un peu plus TC Transport Adapté, étant donné que tu disais que vous étiez une entreprise adaptée, est-ce que ça change quelque chose, vous, dans votre manière de travailler en tant que transporteur? Est-ce que votre problématique est la même? Alors, en quelques mots, quelques chiffres sur TC Transport. Donc aujourd'hui, on est 160 salariés sur 7 départements et on travaille à 80% avec les établissements médicaux sur toutes les grandes associations, hein, ADAPI, APAGE, ITNOVA, OVE, etc. Je ne vais pas les citer, mais voilà. Et effectivement, nous sommes le premier transporteur à être devenu une entreprise adaptée en 2020, en octobre, suite à la mise en place de l'expérimentation des CDD tremplin. Aujourd'hui, on en a 40 dans l'entreprise et oui, ça change en interne puisqu'on a un accompagnement social et professionnel avec une chargée d'insertion qui a été, un poste qui a été créé en interne. On a une assistante sociale qui intervient en externe plusieurs demi-journées par mois pour suivre. On définit un projet professionnel des salariés qui sont en tremplin et au bout de 24 mois maximum, on essaie de leur proposer une sortie positive à l'extérieur pour 30% ou en interne après des formations. Et ce que ça change fondamentalement, c'est qu'il y a une approche, une connaissance du milieu du handicap qui est quand même très forte, une grande sensibilisation. On parle le même langage que les établissements, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, et c'est ce qui a fait notre succès depuis 10 ans bientôt. Et la contrainte, je dirais, c'est qu'on a un public qui est plus facilement absent
avec une fragilité physique qui va se traduire par des soins ou des absents, un absentéisme un peu plus renforcé pour l'instant. Ça Voilà. marche. Et merci beaucoup. Et c'est vrai que quand on préparait ce webinaire, par rapport à la hausse des coûts, nous, notre première supposition, c'était que la hausse des coûts actuelle était principalement liée à la hausse des prix du carburant, mais il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Et oui, parce que ça, c'est ce qu'on voit de l'extérieur, c'est ce qu'on entend. On voit les reportages tous les jours sur les 40% à peu près d'augmentation des charges de carburant en général, hein, que ce soit électricité, gazole, essence. Mais ce poste-là ne représente que 10 à 12% des charges du coût du prix du circuit. Les 60 autres pourcents les plus importants, en fait, c'est la hausse des salaires. Et cette année, on subit entre 5 à 6% d'augmentation, de revalorisation des salaires les plus bas dans la convention collective transport. Donc, et le troisième élément, effectivement, une fois qu'on a des salaires et des conducteurs, bon, il nous faut des véhicules. Et depuis le 31 décembre de l'année dernière, on ne peut plus commander de véhicules de 9 places en Europe à cause de la taxe COFE et des contraintes des constructeurs. Donc ça renchérit le rachat ou la mise en place de nouveaux véhicules et ça devient très compliqué. Donc on se retrouve aujourd'hui sur un marché transport qui est très tendu au niveau des prix depuis quelques mois. Il faudrait qu'on applique logiquement entre 4 et 6% d'augmentation de tous les prix des circuits, ce qui est évidemment très compliqué quand on a l'ARS de l'autre côté qui bloque les augmentations et les budgets des établissements. Voilà déjà un premier aperçu. Parfait, merci beaucoup. On va continuer avec Optimos. Et Louis, si tu peux un peu présenter Optimos. Oui, donc j'ai déjà un peu présenté, mais juste pour continuer et faire le lien avec ce que je vais dire après, effectivement, nous, chez Optimos, on accompagne les établissements sanitaires et médico-sociaux, et ça nous a donné, avec l'accompagnement qu'on a pu proposer aux établissements avec lesquels on a travaillé, une expertise, clairement, sur la gestion des transports médico-sociaux et notamment la vision côté établissement, du coup. Donc, c'est ça qu'on vient apporter dans ce webinaire aujourd'hui. Et pour faire le lien avec ce que disait Monsieur Mandier, c'est vrai que les établissements médico-sociaux et sanitaires aussi, sont touchés également par toutes les problématiques conjoncturelles actuelles. La première, ça a été forcément le Covid, puisque ça a changé la façon d'organiser les transports pour certains établissements qui ont dû s'adapter aux problématiques de protection finalement des usagers et de leurs familles, par exemple en individualisant davantage les transports ou en mettant une assise en quinconce dans les véhicules pour espacer les usagers transportés. À la suite de la crise Covid, on a eu également, comme pour les transporteurs, finalement, l'augmentation des charges due finalement à l'augmentation des coûts de l'électricité et de toutes les autres charges en général dues au contexte inflationniste. Parallèlement à ces difficultés conjoncturelles, les établissements ils font face à des difficultés de recrutement avec des métiers qui sont parfois difficilement attractifs, malgré le Ségur de la santé qui prévoit une augmentation des salaires et qui n'est pourtant pas finalement associé à tous les corps de métier des établissements médico-sociaux, avec des charges RH aussi en augmentation. Parfois, les établissements doivent faire face à ces problématiques-là et donc avoir recours à des professionnels libéraux ou de l'intérim, ce qui peut aussi leur coûter plus cher. Ils rencontrent finalement également des problématiques budgétaires. Alors là, je vais faire le lien avec ce que disait Monsieur Mandier par rapport au budget ARS. Le taux directeur, effectivement, de l'ARS n'augmente pas. Il est resté à 0,4%, ce qui fait que les établissements se retrouvent dans une impasse quelque part, puisqu'ils ont des demandes, une augmentation finalement de toutes leurs problématiques financières. Mais d'ailleurs, le budget n'augmente que très peu. Donc, c'est vrai qu'on peut parler ici des CEPOM en se disant les CEPOM sont censés apporter plus de flexibilité, donc plus d'autonomie dans la gestion des objectifs, etc., des établissements en instaurant un dialogue avec les ARS, mais cela n'empêche que le budget global, finalement, n'augmente pas.
Et en plus de ça, parallèlement à tout ça, on a de plus en plus d'individualisation des transports, puisqu'on tend, notamment avec la réforme Séraphin, à permettre aux usagers accompagnés d'avoir vraiment un projet individualisé par rapport à leurs besoins, ce qui complexifie forcément de fait la gestion des transports. Le point positif, c'est que la réforme Séraphin devrait prévoir normalement, au terme de son expérimentation actuelle, de revoir, d'améliorer, de rénover même la façon dont sont alloués les budgets pour les établissements médico-sociaux. Et voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, les établissements médico-sociaux et sanitaires ne sont pas indemnes de cette augmentation des coûts et de ce contexte inflationniste. Donc on voit qu'il y a vraiment une hausse des coûts, que ça soit du côté des établissements et du côté des transporteurs. Et le thème de ce webinaire, il y avait un élément important, c'était l'optimisation. Donc peut-être avant de voir comment l'optimisation peut réduire ou permettre de réduire la hausse des coûts ou de limiter l'impact de ce dernier, est-ce que Giovanni, tu peux un peu nous expliquer pourquoi optimiser, à quoi ça sert? Et ouais, donc du coup, j'ai fait un peu le lien avec ce qui vient de dire Louis, et l'optimisation ou plutôt les problématiques de transport dans le secteur médico-social, c'était un problème qui a été fait remonter par les établissements médico-sociaux. Et donc, on était en 2015 et on s'est posé la question de comment on pouvait optimiser les circuits de ramassage pour les usagers. Et on était en train de proposer la réforme Séraphin PH et du coup la mesure de l'activité qui a fait remonter une réalité que personne n'avait traitée. Il y avait certains usagers qui étaient en train de passer plus de 3 heures dans les transports par jour et il n'y avait aucun indice qui pouvait justifier cette réalité. Seulement que parfois, quand les usagers ils savaient plus ou moins les moyennes ou ils ne savaient pas les temps, ils contractualisaient avec des flottes de taxis. Les flottes de taxis, c'est bien parce que ça permet de faire des trajets directs pour les usagers. C'est le meilleur en termes de qualité, mais bon, ça fait exploser les coûts de transport des établissements. Ou si jamais les établissements ne savaient pas trop les moyens, mais ils essayaient de réduire les coûts en utilisant des voitures de grosses capacités, des voitures de 16 places, 22 places, 50 places, et du coup, la première personne qu'on récupérait, il pouvait passer plus d'1h30 par trajet dans les transports. Donc, du coup, la mission qui nous a été confiée, c'était de créer ce qu'on appelle un algorithme d'optimisation qui pouvait jouer la jauge entre les cas idéaux où on avait l'argent illimité et les cas idéaux où on avait le temps illimité, et que du coup, on pouvait jouer en fonction du budget de l'établissement et pour offrir la meilleure qualité possible vis-à-vis de l'argent qu'avait l'établissement, le budget qu'avait l'établissement annuel pour récupérer les personnes. Pourquoi optimiser? C'est une question purement mathématique, parce que déjà l'optimisation, quand on parle d'optimisation, on parle vraiment d'une optimisation mathématique, c'est-à-dire avoir la meilleure réponse possible vis-à-vis de la mathématique de l'organisation du transport. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on doit transporter une personne dans un établissement, il y a une seule possibilité, on utilise un taxi, on les ramène à l'établissement. Si on doit transporter 16 personnes à un établissement, ça paraît simple, mais c'est une problématique qu'on ne peut pas résoudre avec des fils de laine et une cartographie. Déjà, 16 personnes, ça nous demande 20 000 milliards de possibilités, 20 milliards de possibilités pour transporter 16 personnes. On n'imagine pas aujourd'hui les établissements qui vont transporter 70 personnes. Combien de possibilités il y a, on ne sait pas, c'est un numéro qui est indéterminé. Sûrement, si vous mettez dans une calculatrice, les numéros, ça va vous donner 53 exponentielle 18 ou 23. Donc, c'est un numéro qui est difficile à calculer. On prend ces problématiques à la légère, on essaye normalement de proposer une optimisation qu'on appelle cocentrique, c'est-à-dire qu'on va sur les points qui est plus éloigné et on essaye de se rapprocher à l'établissement. C'est pas forcément, dans tous les cas, c'est pas forcément les meilleurs choix. Et il faut juste dire que dans l'optimisation, normalement, on prévoit une semaine type et on essaye de reproduire cette semaine type sur 40 semaines. C'est le nombre de semaines que les établissements en moyenne ils vont ouvrir. Donc, une erreur sur les semaines type va se multiplier 10 fois sur les demi-journées qu'on utilise et après, il va se multiplier 40 fois sur une année scolaire.
Donc, à cette problématique d'optimisation, on peut ajouter déjà tous les contraintes qui ont été dit par M. Mandier et par Louis. Il y a une augmentation des transports et les transports, ils sont calculés sur la base d'une loi qui est sortie en 1986 quand les transporteurs, ils faisaient plutôt des transports alternats, lundi matin, vendredi soir. Aujourd'hui, on fait de l'internat séquentiel, externat séquentiel, accueil du jour. Ça fait changer tous les jours les circuits de ramassage qu'on utilise. Donc, ça complexifie énormément les transports. C'est très chronophage. Et aujourd'hui, selon les rapports des Cours des comptes, il y a un suivi insuffisant de la qualité des services et aussi du transport lui-même. Les établissements aujourd'hui n'ont pas les moyens de suivre exactement les transports, combien de temps chaque personne est en train de passer, c'est quoi les moyens de temps de transport pour les usagers. Et donc, c'est compliqué à suivre. Donc, c'était un constat et c'est pour ça qu'il est important d'optimiser les transports. On peut passer à la slide suivante, Thierry. Et pour la partie comment optimiser, donc pour nous, on a travaillé sur une interface qu'on appelle un web service qu'on a essayé de simplifier au maximum. On travaille depuis 2015, ça fait déjà 7 ans qu'on travaille sur l'organisation. 3 ans de recherche scientifique en partenariat avec l'INSA de Lyon et 4 ans qu'on essaie de travailler en partenariat avec les établissements pour faire évoluer l'application. Donc, la première chose qu'on récupère, c'est une fiche Excel. Donc, Thierry, tu peux passer sur la fiche Excel. C'est juste une fiche qui est assez simple, en ligne par usager, dans lequel on va récupérer le profil de la personne, les points de prise en charge où on va récupérer la personne, et éventuellement sa demande de transport. Donc, soit on les récupère tous les jours, de lundi à vendredi soir, ou parfois samedi matin, samedi soir, ou dimanche soir. Donc, soit on récupère cette personne tous les jours, soit on les récupère uniquement lundi, mercredi, vendredi, soit on les récupère mardi chez son père, vendredi chez la mère, semaine paire, semaine impaire. Bon, c'est des données qu'on va récupérer avec ces fichiers Excel. Donc, si tu passes à la prochaine slide, une fois on a récupéré ces données, on va faire une importation sur l'interface. Une fois l'importation effectuée, là, on commence une espèce de paramétrage des critères d'optimisation de la plateforme. C'est-à-dire, c'est là que vous allez nous dire, en fait, nous, on a plus ou moins 600 000 € annuels pour programmer les transports des enfants. J'aimerais que personne dépasse 1h15 dans les transports tous les jours. Donc, on sait que si on fait 1h15, éventuellement, on va proposer 18 tournées. Si on réduit à 1 heure de temps maximal, on va proposer 21 tournées et ainsi de suite. Donc, c'est un jour, c'est une espèce de discussion avec les établissements pour essayer de faire tous les paramétrages par rapport au temps maximal de trajet, les usagers qu'on doit récupérer absolument entre 7h et 7h30 parce que les parents ils doivent partir travailler, la personne qui a besoin d'un espace supplémentaire parce qu'il y a des troubles de comportement et du coup, il va agresser la personne qui est à côté. Donc, toutes ces spécificités, ils vont déterminer la manière comment on va optimiser les circuits. Donc, une fois tous les paramétrages ont été pris en compte, on va optimiser les circuits et on va re-regarder un peu la première proposition. On va éventuellement ajouter ces spécificités qu'on n'avait pas pris en compte du côté des transporteurs, du côté des établissements. Et après, on va exporter les tournées pour être sûr que nous, on est vraiment sur un transport qui est optimisé, qui a respecté toutes les contraintes qui sont liées à chaque personne. Et donc, on a vu donc pourquoi optimiser, comment optimiser, et c'est vrai que l'optimisation, c'est une problématique qui concerne tous les établissements. Oui, et selon chaque établissement a différents besoins d'optimisation. Et nous, dans la tête, on a cette optimisation pour dire on va récupérer le usager qui est plus loin et après, on va les ramener à l'établissement et on essaye de créer les circuits. Mais il y a plusieurs manières d'optimiser. Par exemple, l'établissement qui est à gauche, c'est un établissement qui voulait optimiser et mutualiser les transports parce que c'est un organisme gestionnaire qui a 5 établissements et là, c'était à l'île de la Réunion. Et du coup, il voulait synchroniser tous les transports de tous les 5 établissements. Donc, c'était une optimisation qui était assez complexe. Mais nous, on est passé de 18 tournées à 13 tournées. Donc, c'est-à-dire, c'était un gain qui était supérieur au 20% du coût de transport pour cet établissement-là qui faisait son transport en interne. Donc, ça, c'est le cas de la mutualisation. Il y a aussi l'optimisation lui-même, c'est juste optimiser les circuits de ramassage. On va
on va faire la prise en charge de l'usager au domicile. Soit on peut réduire le nombre de kilomètres, soit on peut réduire le nombre de véhicules, soit on peut augmenter le temps maximal de trajet pour éventuellement réduire une tournée parce qu'aujourd'hui, à 1h20, on a 15 tournées, mais si on se permet d'aller à 1h24 ou 1h26, on peut éventuellement réduire une tournée sans avoir trop d'impact sur la qualité du service, par exemple. Et le cas de droite, c'est un cas de point de ramassage. Ça s'utilise de plus en plus aujourd'hui, notamment dans les régions plus urbaines. Ça, c'est un cas d'un établissement lyonnais. C'est juste avant, c'est un établissement lyonnais plutôt régional. Et du coup, ils nous ont demandé de créer des points de regroupement. Ces points de regroupement ont demandé un effort qui était relatif à la distance que chaque usager il y avait par rapport à l'établissement. Tous les usagers qui étaient dans la métropole lyonnaise ont demandé un effort de 500 mètres. Les usagers qui étaient entre la métropole lyonnaise et 30 km ont demandé un effort de 1 km. Et les usagers qui étaient au-delà des 30 km ont demandé un effort de 5 km. Ça nous a permis de créer des circuits en peu, des circuits de bus, et ça a largement réduit le coût de transport. Donc, on est sur une réduction de 14,5% du coût total de transport annuel pour l'établissement. Merci Giovanni. Donc pour rebondir sur que l'optimisation, ça concerne tous les établissements parce qu'ils ont chacun des problématiques différentes. Je laisse la main à Monsieur Mandier pour un peu nous expliquer, parce que c'est vrai que vous avez, avec TC Transport Adapté, vous avez travaillé avec Nomad sur le cas d'un établissement, donc un CEM lyonnais, et vous avez travaillé ensemble pour réduire ou améliorer les tournées qui étaient déjà faites actuellement. Est-ce que vous pouvez nous parler, voilà, dire un peu quelle était votre problématique initiale, pourquoi vous êtes allé vers Nomad et quel a été le résultat de cette collaboration? Oui, tout à fait. Dès que j'ai eu connaissance, moi, de l'existence de Nomad, j'ai été intéressé et j'ai voulu tester avec eux sur un établissement qu'on exploite depuis 2 ans. Et donc, on avait fait 2 rentrées, on avait fait des fiches horaires et on avait déjà mis beaucoup de personnes de l'exploitation à réfléchir, à créer des tournées. Et je me suis dit, c'est un très très bon exemple puisqu'il y avait 60 usagers, comme vous voyez. On a 10 véhicules de 5 places fauteuils, donc des gros véhicules avec des tournées qui vont très loin dans la zone agglomération, dans la grande agglomération lyonnaise. Et on s'est dit, ben, allons-y, on va tenter le coup. Et effectivement, une fois la réponse de Nomad a été la réponse technique. Sur les 10 circuits, on a réussi à en supprimer un, donc c'est-à-dire 10% d'économie. Sur un budget de 450 000 €, ça fait environ 45 000 €, c'est énorme. Et on a maintenu la qualité de service avec des temps de parcours qui ne sont pas du tout rallongés. Alors moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi on avait été aussi moins performant que le logiciel, et heureusement que le cerveau humain réfléchit moins bien. Mais en fait, une des réponses, c'est que, comme disait Giovanni tout à l'heure, la machine ou le logiciel ne raisonne pas de l'extérieur vers l'intérieur de manière systématique, parce qu'il y a des temps de circulation qui peuvent être plus longs à certains moments à cause des bouchons, des problèmes de circulation sur des voiries. Et donc, on peut très bien commencer une tournée au milieu du circuit, aller vers l'extérieur et revenir par un autre itinéraire. Et c'est ça que nous, à plusieurs cerveaux humains, on n'a pas arrivé à le concevoir. Il y avait du séquentiel et franchement, c'était très compliqué. Tous les jours, toutes les demi-journées, il y avait des changements. Donc là, je dis bravo du résultat, il a été réel. Donc merci. Donc c'est vrai qu'il y a des bénéfices pour tout le monde en fait dans l'optimisation. Donc avec le témoignage de Monsieur Mandier, on voit directement le bénéfice pour les transporteurs. Est-ce que donc voilà, donc bon, vous pouvez peut-être continuer là-dessus, Ouais. Philippe? Oui, alors donc il y a 2 cas. Il y a soit le cas du client qui travaille déjà chez nous, effectivement, qui recherche une optimisation. Donc là, l'objectif, ça va être dans cette période actuelle, c'est de lui faire baisser son coût de transport, optimiser, réduire les heures, réduire les kilomètres. Donc à terme, nous, c'est fidéliser le client, c'est évident. De travailler avec toute une association, il vaut mieux travailler avec plusieurs établissements de l'association que d'en perdre un parce qu'on n'arrive pas à optimiser.
Mais deux, quand on n'a pas encore la prestation de service, on n'est pas encore en partenariat avec cet établissement, on passe généralement aussi par des phases d'appel d'offres, de consultation. Et là, en interne, il faudrait quasiment un service études et méthodes. Et sur un exemple, à Chambéry, où on a mis en place un établissement, on y a passé un mois et demi pour gérer 80-85 enfants en séquentiel. Et Nomad, en quelques heures, arrive à nous présenter une solution qui revient à nous gagner, à gagner ce temps. Donc c'est une façon d'externaliser ce service qui est très intéressante et qui permet d'aller plus vite et d'être au plus près de la réalité des besoins des établissements. Voilà. Donc, aussi des bénéfices pour les usagers, n'est-ce pas, Giovanni? Oui, en fait, Nomad, il a été co-construit avec les établissements médico-sociaux. Et donc, à l'époque, nous, on était en train de faire la première thèse sur les transports médico-sociaux des établissements. Donc, pourquoi il était important? Parce que, contrario à un transport scolaire, où il y a beaucoup d'irrégularités, il suffit juste d'optimiser le lundi matin et après, on peut les reproduire sur le reste de la semaine et éventuellement, le soir, on va inverser l'ordre de passage. Et dans les établissements médico-sociaux, le transport n'est pas régulier parce que les usagers ils viennent certains jours, le taux d'absentéisme il est beaucoup plus important. Et du coup, chaque personne a aussi des besoins spécifiques qu'il faut intégrer dans l'optimisation. Donc, l'optimisation, ce n'est pas juste optimiser les circuits, lancer une réponse théorique. C'est tout un processus de consensus entre les familles, les transporteurs, l'établissement, pour prendre en compte toutes les spécificités, y compris les spécificités des usagers, parce que les parents ils doivent partir travailler. Du coup, à l'heure, il faut les récupérer avant 8 heures du matin. Et Juliette et Matteo, ils ne peuvent pas aller dans la même voiture parce qu'ils vont avoir des troubles de comportement. Et donc, ça permet aussi de mettre en place une politique qui soit plus juste et plus équitable. Et si on sait qu'une personne il est à 20 minutes de trajet direct, on ne va pas les faire passer 1h30. On va essayer d'être juste et relativiser le temps maximal de trajet en fonction de l'approche de l'usager par rapport à son établissement. Donc, les bénéfices, bien sûr, c'est pour les transporteurs, mais aussi pour les usagers. Et du coup, je laisse à Louis terminer pour les établissements. Oui, effectivement, les bénéfices, on en a aussi pour les établissements, finalement, quand on optimise les tournées. Parce que optimiser les tournées, ça veut dire déjà réduire le nombre de transports individuels. Donc, automatiquement, on va venir réduire le coût des transports, puisqu'on a moins de transports individuels. Plus de tournées, ça veut également dire un suivi au quotidien qui peut être simplifié parce qu'on a une tournée pour plusieurs usagers. On peut aussi penser à la simplification de la facturation, finalement, parce qu'on va avoir plusieurs usagers, encore une fois, dans une seule tournée qui aura un système financier propre à cette tournée. Et en règle générale, une réduction du coup des coûts pour les établissements. Quand on vient optimiser, on vient réduire le nombre de transports, on simplifie la facturation et à la fin, l'établissement va faire des économies. Monsieur Mandier disait justement, je ne sais pas comment Nomad a fait parce que moi, j'avais pensé optimiser les transports pour l'établissement et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait encore une autre solution d'optimisation pour réduire les coûts. Et c'est vrai que quand mis bout à bout et en faisant fonctionner notamment l'algorithme de Nomad, on se rend compte qu'on peut optimiser davantage, réduire davantage les coûts sans pour autant que ça ait un impact négatif sur les usagers, puisqu'on va quand même respecter toutes les spécificités et les contraintes des usagers. Et ça, c'est primordial pour les établissements médico-sociaux. Et en parallèle de tout ça, un autre bénéfice qui finalement pourrait concerner tous les acteurs du transport, c'est la réduction des émissions de CO2. Forcément, quand on optimise, on réduit le nombre de kilomètres aussi par véhicule qui transporte les enfants. Et dans le contexte actuel et dans les enjeux environnementaux actuels, c'est vraiment un point positif et ça concerne tous les acteurs. Donc, comme pour reprendre ce que venait de dire Giovanni, c'est que tous les acteurs sont interconnectés ensemble et tous travaillent ensemble afin de proposer la meilleure qualité du service pour les usagers. Est-ce que tu peux un peu nous présenter, Louise, voilà, ce process qui concerne ces trois acteurs qui sont l'établissement et vous, Optimo, vous intervenez avec lui, un logiciel qui peut être Nomad et un transporteur?
Oui, effectivement, comme tu disais, le travail collectif de tous les acteurs est vraiment primordial et on peut même dire en fait que ce travail entre tous les acteurs est la base de l'optimisation. Parce que l'optimisation, elle fonctionne quand du côté humain, tout le monde est sur la même longueur d'onde, tout le monde est en phase sur ce projet d'optimisation. C'est vraiment important en fait, avant de lancer une optimisation, avant de réfléchir à comment on peut réorganiser les tournées, d'identifier les contraintes qu'on va avoir à la fois en interne, donc ça va être les spécificités des usagers, leurs besoins, est-ce qu'ils ont un accueil séquentiel ou est-ce qu'ils ont plusieurs adresses parce que leurs parents sont séparés par exemple, ou alors est-ce que ce sont des usagers qui sont des adultes et qui ont plusieurs lieux d'accueil. Il y a plein de spécificités à prendre en compte côté interne, mais aussi côté externe. Le transporteur peut-il effectuer ses tournées? A-t-il la capacité? A-t-il des véhicules adaptés? Quels sont ses besoins à lui aussi. Et puis, tout ça, en fait, couplé avec également, bien entendu, les autres besoins des établissements, va nous permettre de définir une procédure, un fonctionnement qui va pouvoir ensuite nous permettre de mettre en place l'optimisation, par exemple avec le logiciel Nomad. Mais c'est vraiment important que tous les acteurs travaillent de concert pour définir une organisation, une gestion des transports qui soit adaptée à l'établissement. Parce que l'optimisation, ça veut aussi dire voilà, avoir une organisation en interne qui permette de suivre au quotidien les transports qui ont été optimisés par un logiciel, par exemple. Je ne sais pas si je continue ou si je laisse la parole. Non, mais c'est pour rebondir, c'est vrai que donc on parle depuis le début, on parle de Nomad comme étant un logiciel, mais ce logiciel, il est forcément utilisé par des personnes. Et ces personnes, ça peut être les établissements, le transporteur. Nomad peut aussi intervenir. Enfin, le logiciel en l'occurrence, Nomad peut aussi intervenir. Toi, Giovanni, est-ce que tu peux nous expliquer voilà comment la mise en place d'un logiciel comme Nomad nécessite la participation de tout le monde? Et depuis la conception, en fait, c'est la remontée de professionnels. Et il y a une problématique dans le secteur médico-social, dans la programmation de transport, c'est les professionnels qui connaissent les besoins spécifiques des usagers, et par contre, c'est les transporteurs qui va proposer les circuits. Et il y a beaucoup d'échanges entre les transporteurs et les professionnels, bien évidemment, mais après, on s'est dit, est-ce que ça ne serait pas plus simple que ce soit les mêmes professionnels qui puissent optimiser les circuits, mais ils ne sont pas armés pour les faire. Et du coup, c'est d'où l'idée de cet outil à l'époque. Et il faut proposer quelque chose qui vient soit du transporteur, soit des établissements. Et si ça vient des établissements, encore mieux, parce que c'est eux qui connaissent vraiment comment un besoin spécifique de l'usager peut impacter l'organisation. Et en même temps, il y a les transporteurs qui ont sa capacité, sa flotte. Donc, on ne peut pas proposer n'importe quoi. On ne peut pas dire que l'optimisation, il faut le faire avec 8 voitures de 8 places, alors que les transporteurs, ils possèdent que 6. Donc, il faut aussi prendre en compte la capacité du transporteur, il faut prendre en compte les besoins spécifiques des usagers et il faut optimiser en fonction des ressources qui sont disponibles. Et donc, ça permet, on va dire, c'est une espèce de tiers confiance entre les transporteurs et les établissements pour arriver à un consensus entre les ressources disponibles et les besoins qui sont expectés par chaque personne. Et enfin, pour le transporteur, lui, il va permettre la suivi de la performance et la réalisation des tournées. Voilà, puis je dirais que cette partie du fichier Excel qui doit être rempli, comme on l'a vu au tout début, qui est la première étape, ça c'est quelque chose que le transporteur peut faire dans ses services avec l'exploitation, le transmettre à Nomad, et on peut très bien imaginer un accord cadre général entre une association, le transporteur qui est une tierce personne qui serait Nomad, qui interviendrait au cas par cas, établissement par établissement, pour pouvoir optimiser. C'est la meilleure solution pour que tout le monde s'y retrouve en fait aujourd'hui. Eh bien, écoute, vas-y, pardon, Louise. Oui, pardon. Non, c'est moi. Je voulais juste ajouter quelque chose pour terminer, pour parler de la performance. Je pense que c'est important aussi de mettre l'accent sur la partie suivi de la qualité au quotidien. Et vraiment, parce qu'on va optimiser les tournées, mais au-delà de ça, c'est important aussi que les acteurs sur le long cours échangent, mettent en place des procédures qui permettent de s'assurer que les tournées, bien sûr, sont réalisées et sont fonctionnelles et correspondent toujours au long cours aux besoins des usagers. Et c'est pour ça que c'est important aussi de continuer au-delà de la première phase d'identification des contraintes, etc., de continuer vraiment sur le long terme à échanger entre les acteurs, à s'assurer que finalement le cœur de la problématique des transports, qui est donc le besoin de l'usager, est respecté dans ce processus. Oui, je pense que c'est une très bonne conclusion, Loïs.
Donc, je vous remercie tous les trois pour votre temps, pour ces échanges qui étaient très intéressants. Donc, si jamais vous avez sur la présentation les contacts de chaque intervenant, si jamais vous voulez poser des questions, vous êtes intéressé par leur offre de service ou de produit, n'hésitez pas. Et donc là, quelle heure il est que je regarde? Donc là, on a 20 minutes. Si vous avez des questions, comment on peut procéder? Soit Vous pouvez lever la main avec la petite réaction sur Teams. Là, on peut lever la main avec les émoticônes. Ou sinon le mettre dans la conversation par écrit et puis je le dirai à voix haute. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou si vous voulez qu'on revienne sur des points de la présentation qui étaient peut-être pas clairs. Je sais. Hop. Non. Ah, alors une direction plus pour Giovanni. Sur quel type de territoire l'optimisation est possible? Non, il n'y a pas de restriction. Bon, en fait, n'importe quel territoire, il n'y a vraiment pas de restriction. Aujourd'hui, je vous ai montré une optimisation sur l'île de la Réunion, donc ça montre à quel point c'est possible. Donc, territoire urbain, territoires ruraux, dans toute la France, c'est ça? Et ouais, hors métropole, du coup. Ouais. Voilà. J'espère que ça a répondu à la question. En fait, ma question, c'était, je me permets de... C'est moi qui avais posé la question. Ma question, c'était à combien il faut être réuni pour pouvoir concevoir une optimisation? Parce que je vois, nous, à l'échelle de notre association, on est dispersés. Je vois des collègues qui sont plus proches de chez moi. Donc, est-ce qu'il faut d'abord faire une espèce de réunion ou est-ce qu'on soumettrait les données à Nomad et c'est lui qui concevrait un trajet optimisé? Ou un circuit de transport optimisé? Oui, en fait, la première fois, on récupère normalement l'adresse du domicile pour calculer la distance qu'il y a entre le domicile de l'usager et l'établissement médico-social. Et c'est là qu'on commence une réflexion si éventuellement il faut proposer des points de regroupement. Est-ce que c'est possible de proposer des points de regroupement? Les familles vont accepter. S'ils vont accepter, quelle distance on laisse? Quel rayonnement d'autonomie on va demander à la famille, déplacer 500 mètres, 1 kilomètre éventuellement. Mais du coup, le territoire, là, on va juste cliquer sur le bouton et lui, il va essayer de nous proposer les meilleurs circuits possibles en fonction des restrictions, bien évidemment. Si on dit que le temps maximal de trajet, c'est 12 heures, il va nous proposer, par exemple, 10 tournées. Si le temps maximal, c'est 1h30, il va nous proposer 15 tournées. Et si finalement, le temps maximal, c'est 1 heure, il va nous proposer 20 tournées. Et chaque proposition a un coût à côté. Donc, c'est en fonction du budget de l'établissement, on va faire les paramétrages de tous les besoins, de toutes les caractéristiques du circuit pour tomber sur les budgets de chaque établissement. Et alors, si votre question, si j'ai bien compris, c'était un raisonnement pas avec plusieurs établissements. En soi, vous pouvez faire appel à Nomad si vous avez juste pour un seul établissement, pour plusieurs établissements. Voilà, actuellement, Nomad travaille avec plusieurs établissements d'un même organisme gestionnaire, un seul établissement d'un organisme gestionnaire. Donc, tous les cas de figure sont possibles et imaginables. Il y a une question de Juliette. Alors, donc, comment favoriser l'adhésion des acteurs du médico-social à l'utilisation du logiciel et comment suivre la qualité des prestations au quotidien de manière objective? Alors, comment favoriser l'adhésion des acteurs? Alors, je ne sais pas, peut-être Louise va être un point de vue plus des établissements et toi, Giovanni, plus d'expérience par rapport à la mise en place du logiciel. J'avais une réponse très sincère par rapport à ça. En fait, nous, quand on avait proposé la première version de Nomad, c'était une version proposée par des scientifiques. Elle était vraiment moche et difficile à prendre en main par les établissements. Et du coup, on s'est dit, c'était en 2019, l'algo, il fonctionnait, l'optimisation, on pouvait le faire, mais les établissements, ils ne l'utilisaient pas. Pourquoi? Parce que c'était vraiment difficile à gérer, quoi.
Et du coup, c'est dans ce cadre-là qu'on a monté un appel à projet avec l'Agence numérique santé qui nous a permis de travailler uniquement sur les UX et l'UI de l'application. Donc aujourd'hui, on a largement facilité l'utilisation de l'application. Il est beaucoup plus joli par rapport à avant et beaucoup plus facile d'utiliser. Donc c'est vrai qu'en 2019, c'était vraiment un échec. Ça fonctionnait bien, la mathématique, mais les personnes ne l'utilisaient pas. Donc, on a largement travaillé sur l'adhésion des utilisateurs dans le médico-social. C'est vrai, le médico-social, c'est un secteur qui commence à s'informatiser de manière très accélérée. Donc, on a vraiment travaillé sur cette adhésion. Et du coup, moi, j'irais dans le sens de Giovanni en disant qu'effectivement, c'est très important l'ergonomie, surtout dans le secteur médico-social ou à l'inverse du secteur sanitaire qui est déjà plus équipé en outils vraiment numériques. Le médico-social est un peu en retard par rapport à ça et au début de cette transition-là. Donc, c'est très important de les aider, de les accompagner à ce transfert vers le numérique. Et du coup, déjà, d'avoir un logiciel qui est ergonomique, c'est important, mais il faut aussi les accompagner dans la mise en œuvre de ce logiciel, la compréhension de leurs besoins, comment traduire ce qu'ils veulent, en fait, ce qu'ils veulent avoir comme résultat pour leurs usagers dans un logiciel. Et ça, c'est une phase qui est extrêmement importante parce que sinon, on va donner un logiciel, les personnes ne vont pas savoir l'utiliser et ne vont pas pouvoir tirer profit des bénéfices du logiciel. Donc, oui, c'est très important d'accompagner, de sensibiliser à l'utilisation et aux bénéfices, en fait, d'un tel logiciel. Voilà, alors, ce qu'on peut dire aussi, Louise et tout le monde, c'est que le rendu de le nomade est sous une forme de fiche horaire, tel que nous, transporteurs, on le présente à nos clients. Donc en fait, derrière le mot logiciel, ce qui pourrait faire peur, derrière, il y a le rendu et le suivi de la qualité au quotidien, c'est suivre le transporteur par rapport aux fiches horaires qui sont prévues et programmées. Donc on arrive à du concret, c'est un vrai outil qui est utilisable tout de suite par un conducteur. Il n'y a même pas besoin, bon après chacun a son outil après pour le gérer, mais voilà, ça c'est la finalité et la remise pour l'utiliser. Et ça c'est une bonne chose pour un établissement qui n'a pas à s'occuper de transport au quotidien, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis en plus, vous n'en avez pas parlé, mais Nomade, par exemple, si je commence à parler effectivement de la question sur le suivi de la qualité au quotidien, mais Nomade permet aussi d'avoir des échanges en direct avec les transporteurs, avec son application, ce qui permet d'avoir de meilleurs échanges au quotidien avec la famille. Et au-delà de ça, c'est important d'avoir un suivi en fait de la qualité. On peut penser par exemple à mettre en place une gestion des incidents entre les transporteurs, l'établissement et aussi permettre aux familles, par exemple, de déclarer des incidents si le besoin se fait ressentir. Et au-delà de ça, on peut mettre en place des formations de sensibilisation au handicap dans le suivi quotidien des tournées. On peut proposer des fiches pratiques aux transporteurs pour comprendre les problématiques que peuvent rencontrer les chauffeurs au quotidien face au handicap des usagers. Ça peut être complexe et quand on n'est pas dans le métier, on peut avoir besoin de mieux comprendre comment finalement ça se modélise au quotidien. Donc voilà, c'est ce genre d'action qu'on peut mettre en place en tout cas au quotidien pour suivre la qualité des transports. Une question, je pense, ça doit être pour Philippe. Comment les handicaps des conducteurs sont-ils compatibles avec la conduite de véhicules et la prise en charge des patients? Les postes sont-ils adaptés? Oui, alors il y a à la fois des postes adaptés pour des gens, des gens qui ne peuvent pas utiliser des boîtes automatiques. Donc on a beaucoup de véhicules en boîte, des boîtes manuelles, donc on utilise des boîtes automatiques. Et puis forcément, la personne RQTH, il y a différents niveaux de handicap, hein. On est souvent en réinsertion professionnelle, nous, donc on demande à la sélection, au recrutement, si la personne peut pousser un fauteuil, pas pousser un fauteuil, et on n'a pas détourné uniquement avec des personnes en fauteuil roulant dans des véhicules aménagés. Donc on a des 9 places, des 5 places, des 7 places, voilà. Mais on tient compte forcément du handicap suivant la tournée. Et après l'intégration, elle se fait parfaitement. On a même des personnes qui sont malentendantes, qui s'intègrent très très bien. On a des personnes qui vont travailler plus donc avec des instituts de jeunes sourds. Voilà, donc on sélectionne le client en face du handicap et le véhicule aussi. C'est une concordance. Merci. Autre question, est-ce que l'optimisation permet-elle de financer la prestation de nomade?
Donc, peut-être une question directement pour Giovanni. Ouais, ça, c'est une question mathématique. Et oui, je vais vous donner un exemple. Un établissement de taille moyenne, en IME par exemple, il a environ 60 usagers. Donc, 60 usagers, et la Cour des comptes, il estime que les usagers, ils dépensent environ entre 3 000 et 4 000 euros par année dans les transports. On va dire qu'ils dépensent 3 000. Donc, c'est une dépense normale d'un établissement de 60 usagers, c'est environ 200 000 euros par année. Et une optimisation, la pire optimisation qu'on a fait dans les médico-social, c'était une optimisation qu'on a fait de 9,8% de gains. Sur 200 000 euros, il y a un gain de 20 000 euros. Et Nomad coûte 100 euros par usager par année, c'est-à-dire que nous, on facture à Nomad par année 6 000 euros et on fait un gain de 20 000 euros par année. Donc oui, il permet de faire un ROI de 3 fois. Et justement, pour être sûr, pour un peu réconforter l'établissement, voir si c'est pertinent de mettre en place Nomad, Nomad propose de faire un audit, on va dire, gratuitement à l'établissement pour comparer un peu le cas actuel et qu'est-ce que donnerait une optimisation pour cet établissement et éventuellement évaluer le coût et les gains pour l'établissement. Ouais. C'est ça. Et puis, vous pouvez travailler avec un pourcentage de votre rémunération sur les résultats apportés. Donc, ouais. Vous avez une partie fixe et une partie variable, en gros, quoi, aussi, qui est possible. C'est ça qui est. Vous vous engagez dans le résultat, quoi, attendu. C'est intéressant. Est-ce que on a encore le temps pour des questions? Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? N'hésitez pas à ouvrir votre micro ou écrire dans le chat. En attendant. Hop. En attendant, je ne sais pas si on a d'autres questions. Peut-être, j'anticipe. TC Transport Adapté, est-ce que vous êtes présent dans quel territoire Ah oui, je actuellement? précisé tout à l'heure, j'aurais dû. Donc, le siège social est à Saint-Gilles-Laval, donc vers Lyon, et on est présent sur 7 départements en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, et on ouvre 2 agences cette année, une à Valence et une au nord de Lyon, vers Villefranche-sur-Saône-Belleville, pour s'occuper du territoire de l'Ain et de la Saône-et-Loire, et du nord de l'Agglo. Et on va passer en septembre avec de 150 à 300 salariés avec le groupement de Titi Fleury, sur 2 gros marchés de scolaires handicapés. Voilà. Non. Louise, pareil, vous, Optimos, donc vous travaillez avec plusieurs établissements. Est-ce que vous travaillez avec des établissements dans toute la France et actuellement, combien d'établissements utilisent vos services? Alors oui, on travaille sur toute la France, effectivement. On déploie nos prestations de conseil sur le territoire national. On a déjà accompagné jusqu'aujourd'hui un peu plus de 150 établissements médico-sociaux et sanitaires confondus. Et voilà, on répond, nous, notre stratégie Optimos, c'est vraiment d'accompagner les établissements par rapport aux besoins qu'ils ont. Donc, on va être dans une démarche où on va, dans un premier temps, comprendre le besoin de l'établissement et ensuite lui proposer des prestations qui sont adaptées à leurs besoins. Donc, d'où notre partenariat, notamment avec Nomad, parce qu'on est bien conscient qu'il y a des établissements qui sont dans une démarche de numérisation de leur processus, et donc tout l'intérêt de travailler avec vous. Et on peut aussi intervenir à d'autres niveaux, on peut proposer des formations, on peut proposer un accompagnement dans le suivi quotidien, un accompagnement pour la gestion des marchés. Enfin, voilà, on va vraiment venir, nous, juste répondre aux problématiques et aux besoins des établissements sanitaires et médico-sociaux. Et Giovanni, donc, tu disais que Nomad avait des clients dans toute la France et hors métropole, mais actuellement, avec combien d'établissements Nomad travaille? Du coup, aujourd'hui, on travaille avec environ 30 établissements médico-sociaux. La plupart des établissements, c'est des instituts médico-éducatifs, des IME. Et donc, il y a des établissements dans la Réunion, plusieurs établissements à Lyon, et à Marseille, et Dunkerque, et Rennes, et Paris, et
Strasbourg. Donc, on est aussi dans tous les territoires nationaux. Je pense qu'il nous reste Toulouse, les territoires de Thierry. On n'a jamais contractualisé avec un établissement toulousain. Et Bordeaux non plus, mais dans tous les cas, on est assez répartis dans tous les territoires. Beaucoup d'établissements à l'Aube, et notamment à Troyes aussi. On a 12 établissements à Troyes. Parfait. Alors, Ouais. c'est ça. Écoutez, vu qu'il nous reste 5 minutes, ce que je vous propose, c'est chacun, si vous avez une petite phrase de conclusion, si vous avez, voilà, je vous laisse, peut-être je laisse commencer Philippe, pour conclure. Écoutez, je trouve que tout ce que Giovanni, son équipe et Nomad ont fait, c'est une avancée forte, nouvelle dans le monde du transport. Moi, ça fait plus de 35 ans que je suis dans le métier et j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Donc, je souhaite effectivement avancer avec vous le plus possible, qu'on trouve des partenariats avec les établissements et ensemble. Nous, on va continuer à garder notre modèle de l'économie sociale, faire entrer la SCOP, de se transformer en SCOP et voilà, et ne pas devenir une entreprise comme une autre de transport. Voilà, être toujours à l'écoute de nos clients et être dans le modèle, même si on est 300, du petit pinceau qui suit la qualité et qui est là pour modifier au jour le jour les circuits. Donc, merci à vous. Merci. Loïs, si tu veux, pareil, conclure, un petit mot. Moi, je reviendrai sur ce que j'avais dit en fait sur le slide conclusion, mais le fait que finalement l'organisation des transports dépend de tous les acteurs et qu'il est vraiment important de remettre au centre l'enjeu des besoins des usagers et de travailler tous ensemble pour finalement répondre à ces besoins. Et donc, c'est important de mettre en place ce cercle vertueux entre les acteurs et nous, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on prône au sein d'Optimos et c'est aussi pour ça qu'on est en phase avec vous, avec Nomad et même avec Monsieur Mandier, parce qu'on est sur la même longueur d'onde. On veut vraiment mettre en avant le besoin des établissements, mais surtout des usagers. Et pour conclure, Giovanni, je t'en prie. Maintenant, j'ai pas beaucoup de choses à dire et j'ai trop parlé. Et non, mais je reviens sur ce qui Louis a dit, l'optimisation des transports, et ça dépend de tous les acteurs. Et ça dépend de l'établissement, ça dépend des soins qui sont exprimés par les usagers, et ça dépend aussi du transporteur et des transporteurs comme TC Transport qui sont prêts à innover aussi et qui ont une mentalité ouverte et qui ont ces réflexions des entreprises d'aujourd'hui de maintenir des relations à long terme avec les établissements médico-sociaux. Parce que c'est vrai que, contrario, c'est pas si évident de trouver un transporteur un peu comme TC Transport avec ces mentalités de vouloir changer la relation transporteur-établissement, ne pas regarder la rentabilité au moment présent, mais plutôt une vision à long terme et une bonne relation avec tous les établissements qui permet effectivement ce dialogue pour réduire les coûts. Parce qu'une optimisation, ça nécessite vraiment l'implication du chauffeur, des transporteurs. Et du coup, on a eu la chance de rencontrer un TC Transport et je pense qu'on est tous en face. Et c'est très cool parce que chaque retour des utilisateurs du côté de l'établissement, du côté des transporteurs, nous permet de faire évoluer l'application. Et une application, ça se co-construit, et on va continuer à faire évoluer Nomad. Merci. Merci à tous les trois. Je vous rappelle que vous avez donc tous les contacts là si jamais vous voulez contacter les intervenants si vous avez des questions ou si vous voulez utiliser leur service. N'hésitez pas à aller sur les sites internet si vous avez des questions. Nous, on vous renverra donc pour ceux qui sont arrivés un peu en retard et les autres, le webinaire pour que vous revoyiez tous les éléments calmement quand vous avez le temps. Et en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée et peut-être un prochain webinaire. Voilà, merci à tous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà.